Le temps des questions. Tu disais qu'il fallait plutôt rêver la vie plutôt que d'espérer la changer. Moi, j'ai une question qui est récurrente dans mon dernier bouquin, c'est en quoi la littérature peut ou pas changer les choses. Quand je pose cette question-là dans des clubs de lecture, les gens me racontent leur itinéraire personnel et c'est vraiment des petites histoires très intimes comme ça, ou un bouquin, un film ou une musique a changé quelque chose, mais dans leur vie intime. Et cette espérance que la littérature puisse influer sur le réel, tant social que politique, je l'ai perdu en grande partie. Est-ce que toi, tu as le même constat? Oui, moi je me suis jamais fixé ça comme objectif. C'est-à-dire, oui, 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 oui. J'ai constaté moi que dans ma pratique et puis dans ce que j'ai écrit, ça a fait bouger les lignes. Comment et que la littérature, je sais pas si ça peut changer les choses, mais c'est une sorte d'accélérateur. C'est-à-dire que la manière qu'a une société de digérer les mauvais moments, comme ça, c'est 50 ans, 60 ans. Hein, comment on a véritablement un temps. Il faut que les témoins aient pratiquement disparu pour que quelque chose qui est advenu soit intégré à l'histoire. Et la littérature, mais la littérature, l'art en général, on a l'impression que c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de prise de risque dans un acte artistique, et d'un seul coup, une partie de la société se retrouve brusquement devant la vérité et doit réagir à la vérité. C'est le tableau de Picasso, Guernica, en temps réel, d'un seul coup, clac, il y a ça qui est là. Il y a Zola, J'accuse. D'un seul coup, clac. Plus personne ne peut l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a un geste artistique et il faut faire avec. Et on met la personne, c'est Guibert, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est-à-dire que la personne en paye véritablement le prix, mais son acte, il devient totalement incontournable. C'est Boris Vian, le déserteur, en pleine période de décolonisation. Meurtrière, c'est l'Indochine. C'est l'Indochine. Et donc ça, d'un seul coup, ça résonne. Donc je ne crois pas que ça change pas la donne, mais ça oblige toute une partie des humains qui vivent ce temps-là à se confronter à la vérité et à leur propre honnêteté. D'un seul coup, ils ne peuvent pas détourner la tête. C'est devant eux. Et donc la littérature, ça oblige à ça. Et donc ça permet à toute une partie de... Il y a énormément de gens honnêtes, de gens solidaires, qui trouvent un point d'appui à un geste artistique. Le geste artistique leur permet de conforter leur point de vue et puis d'avoir le courage, parce que quelqu'un a eu le courage, et donc moi aussi je dois l'avoir. Donc c'est comme ça plutôt que ça se passe. La littérature, c'est pas de la théorie, c'est pas un mécano, c'est pas un moteur complémentaire et tout. Je crois que c'est un raccourci. D'un seul coup, on arrive à mettre les choses sur la place publique là où on ne l'attend pas, quoi, au moment où on ne l'attend pas. Et puis il y a quelqu'un, je ne sais plus qui a dit ça. La littérature ne change pas les choses, mais s'il n'y avait pas la littérature, s'il n'y avait pas tous ces emmerdeurs, tous ces casseurs de forme et tout, la vie serait bien pire. C'est surtout ça, quoi. Bonjour, bonsoir. Des nouvelles, des romans, des scénarios, des bandes dessinées. Est-ce que pour vous, le plus important, c'est de raconter une histoire plutôt que de vous concentrer sur la littérature, par exemple? On sait que le scénario, c'est peut-être pas considéré aussi hautement que la littérature, qu'un roman, que l'écriture d'un roman. La bande dessinée, peut-être encore moins. Est-ce que le plus important pour vous, c'est raconter quelque chose et pouvoir le partager? Mais je me suis jamais posé les questions de cette manière-là. C'est-à-dire que
il y a tellement, ça fourmille d'histoires tout autour de nous, comme ça, d'expériences. Par exemple, la nouvelle, j'ai toujours considéré la nouvelle comme un carnet de notes, comme une manière de prendre date. C'est-à-dire que j'ai écrit, je ne sais pas combien, 300, 350 nouvelles. Donc, il y en a des. Quand j'avais fait le roman noir de l'histoire, donc ça fait, en imprimé, ça fait 900 pages, mais ça en fait 1200 feuillets. Il y en avait le double. Au début, il y en avait 2500 pages. Donc, et j'ai fait un tri comme ça pour quelque chose qui raconte un siècle et demi d'histoire. Et une grande partie des nouvelles, c'est il y a la matière d'un roman pratiquement sur beaucoup des nouvelles, mais j'ai pas la capacité balsacienne comme ça d'écrire un roman par semaine, ou Simon, quoi, qui faisait à peu près ce rythme-là. Donc les nouvelles, ça a été une manière de prendre date. Ensuite, moi, j'ai appris à lire dans la bande dessinée. J'ai été élevé par un grand-père déserteur de la guerre de 14, et il n'y avait pas de bouquin dans la baraque. Et il lisait, il y avait la voisine, la mère Paul, qui habitait à Stein, le pavillon d'à côté. Elle livrait les journaux dans le quartier, le Parisien, tout ça, et aussi Détective, et puis les petits fascicules de bande dessinée. Et ma grand-mère récupérait des paquets. Elle lisait Détective tout le temps. Elle se faisait peur. C'était le CNews de l'époque, quoi. Donc comme ça. Et le grand-père aussi. Et moi, je lisais Détective. Tout petit, j'étais plongé dans Détective et j'ai appris à lire dans les romans photos. C'était la grande mode des gominets, là, des séducteurs italiens et tout, et des secrétaires amoureuses du patron. Et donc j'ai appris à lire là-dedans, et des milliers de bandes dessinées. Ce qui fait qu'après, quand j'ai commencé à écrire, la bande dessinée, pour moi, c'est un mode d'expression littéraire. Je pense véritablement que le prix Goncourt se grandirait en filant le prix Goncourt à la prochaine bande dessinée de Jacques Tardy, par exemple. Ce serait une révolution. Il ferait un coup extraordinaire s'il faisait ça. Mais ils auraient dû le faire pour la série Les Passagers du Vent, l'Ascension du Haut Mal de David B. C'est 5-6 volumes et tout. C'est un roman absolument extraordinaire. Donc moi, j'ai pas du tout de mépris, de condescendance pour la bande dessinée. Corto Maltese, prix Nobel, Hugo Pratt, ça aurait été grandiose. Parce que c'est de la grande littérature, Il y a des lecteurs de Corto Maltese qui ont été transportés par le génie des aventures dessinées par Hugo Pratt, bien plus que par du roman avec du caractère en noir et blanc. Donc voilà, ça fait partie de l'expression artistique. Pareil pour le scénario. Moi, j'ai participé à beaucoup de scénarios pour le ciné et pour la télé. J'ai jamais considéré ça comme une œuvre artistique. L'œuvre artistique, elle est signée par le metteur en scène. Donc, ça m'a jamais posé de problème de travailler avec des metteurs en scène, parce que c'était eux qui étaient chargés de signer une œuvre d'art. C'est pas le scénariste. Scénariste, il est un des collaborateurs d'un travail collectif qui s'appelle le Cinoche, quoi. Donc les choses ont toujours été claires dans ma tête. Et sur le livre pour la jeunesse, comme ça, je travaille beaucoup avec les éditions Rue du Monde. Ils font un travail absolument extraordinaire. Et c'est pareil, il y a une qualité du travail graphique et du travail littéraire dans l'édition de jeunesse qui n'est pas pris en compte. Elle n'est pas prise en compte par le monde de la critique, par le monde universitaire, et elle n'est pas prise en compte par la grande majorité des éditeurs qui payent les écrivains de jeunesse et les illustrateurs peanuts. Vraiment, pour beaucoup, c'est un sacerdoce de faire ça, quoi. Donc voilà, quoi. Hervé Crefft. Oui, moi je suis curieux, je me demandais avec voilà.
Oui, je me demandais avec curiosité, après ce parcours qui est le vôtre, si vous aviez le sentiment d'avoir changé de classe sociale en devenant écrivain. Non, le changement de classe et tout. C'est quelque chose qui m'a jamais travaillé, quoi. J'ai beaucoup lu Annie Ernaux et tout. J'ai jamais eu ce sentiment de transgresser et tout. J'ai assisté et j'ai rendu compte de la disparition d'une forme d'organisation d'une classe qui était la classe ouvrière, la manière dont ça s'est délité, la manière dont les formes d'organisation, aussi bien intellectuelles, les philosophies politiques et économiques se sont calquérisées, se sont délitées, et comment les formes d'organisation syndicales, politiques et tout sont arrivées à bout de souffle, et comment ça a accompagné la manière dont un modèle industriel s'est cassé, s'est détruit ou a été détruit. Donc j'ai vraiment accompagné ce mouvement-là, quoi. C'est-à-dire que quand j'étais ouvrier imprimeur, je suis arrivé au moment où il y avait la destruction du syndicat du livre et de l'organisation qui datait du Moyen-Âge, de l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire que les ouvriers imprimeurs ont été les premiers ouvriers lettrés, parce que pour bien imprimer des livres, il faut savoir lire. Et pour bien imprimer de la philosophie ou de la mathématique, il faut comprendre les mathématiques, il faut comprendre la philosophie. Et donc, il y a, les imprimeurs ont accompagné toutes les révolutions, hein, les affiches, les journaux, les proclamations, les manifestes. Donc, je me suis inscrit là-dedans. J'ai continué à habiter pendant 70 ans dans la banlieue ouvrière, à Aubervilliers. J'en ai été chassé par la destruction des organisations ouvrières quand le Parti communiste à Aubervilliers, des aventuriers, des fous furieux, ont fait alliance avec les vendeurs de cocaïne et les mosquées salafistes pour conserver le pouvoir. Et où la ville est devenue, en l'espace de 4 ans, c'est devenu vraiment un enfer. J'étais obligé de partir parce que en pleine nuit, on a mis le feu à la maison où j'habitais, en plein quartier ouvrier d'Aubervilliers, et où ma fille qui vivait et qui s'est mariée avec sa copine et qui a eu des enfants par PMA était victime journellement d'intimidation homophobe. Donc voilà, c'est d'un seul coup, c'est les conséquences de la destruction de la forme d'organisation fraternelle de la classe ouvrière à laquelle j'ai assisté en Seine-Saint-Denis. Et je suis parti, maintenant j'habite à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, dans une municipalité communiste où ils ont gardé la mémoire de la vie fraternelle et de l'élévation culturelle. Donc voilà, Donc, j'ai jamais eu ce sentiment. Je vis plus depuis des années et des années comme quelqu'un qui vivrait au salaire moyen. J'ai des moyens tranquilles, quoi, de vie, mais j'ai jamais eu le sentiment de trahir ma classe, comme disent des gens comme Annie Ernaux ou d'autres personnes plus proches de ce territoire. Merci Didier. Le départ d'Aubervilliers, on peut le lire notamment là-dedans, entre autres. Merci il y aura des tas de choses encore à raconter. On va quand même terminer avec une musique. Je vous ai demandé une musique, vous n'avez pas choisi n'importe quelle musique. C'est pas l'affiche rouge joué par la garde républicaine, mais c'est quelque chose de fort ici, d'autant plus que cette chanson a une histoire. On aurait pu aussi parler de ce territoire où il y a un maire Front National tout près et où 3 des 9 députés de la Moselle sont membres du Front National. Mais il y a cette musique que vous avez choisie, c'est Fench Valley, chantée par Bernard Lavilliers. En plus, on va l'entendre, alors pas forcément de bonne qualité, je suis désolé, mais
c'est l'enregistrement qui a été réalisé il y a quelques années, ici, au pied de cette usine, où Lavilliers est venu chanter 2 fois pour soutenir les ouvriers du 4. On pense à notre copain Jean-Louis Malice qui peut aller là ce soir, mais qui aurait chanté sûrement. Pourquoi ce texte ? Oui, non, pour la qualité littéraire, et le souvenir aussi de Bernard Lavilliers. Un coup, j'étais invité au festival de Saint-Malo. Il y a une grande place à Saint-Malo, comme ça, devant les hôtels et tout. Et puis, il y a un mec qui était assis par terre et qui a commencé à jouer de la guitare, à chanter. Et il a fait un spectacle pendant 1h30 pour les gens qui passaient. Donc, c'est la générosité du bonhomme, quoi. Merci Didier Deninx, merci à vous tous. C'est la balade, il y a petite guerre, une oreille plus c'est la descente au fond de la mine. Il y a nos branches au début du désespoir. Il y a nos visités, nos laminoirs. Il y a nos chevauchés, des bons rouleaux. Et passer la tête dans un démon. Il y a un peu de femmes de Saint-Tropez. Nous on fume la canne par le chemin. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens, dans ce pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur mes bras comme tous les corps. Pour leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Bien petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au Devinel. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Il y a moins de chevaux, moins de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Bien belle femelle tropicale, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence, c'est vraiment trop. Ici il n'y a pas de place pour les manchots. Viens, dans ce pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur mes bras comme tous les corps. De leur pardonner, de me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lanou. Le ciel a souvent des teintes étranges, notre patelin se termine par Ange. C'est un vieux pays, pas très connu, il n'y a pas de touristes dans les rues. Viens, dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur les bras comme tous les corps. Tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Attention, y'a une petite sœur au blanc manteau, y'a c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl, une oreille plus fine, y'a c'est la descente au fond de la main. Y'a une petite sœur au blanc manteau, y'a c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl, une oreille plus fine, y'a c'est la descente au fond de la mine. Y'a une petite sœur au blanc manteau, y'a c'est la balade des copeaux. Y'a une petite girl, une oreille plus fine, y'a c'est la descente au